Bonjour Gaspard Koenig. Bonjour. Vous êtes philosophe et un véritable pavé dans la mare que vous publiez aux éditions de l'Observatoire Le Point, s'appelle La fin de l'individu. En gros, vous nous dites aujourd'hui, à travers une enquête incroyable, que l'intelligence artificielle, aujourd'hui Internet, met en cause, peut-être en péril, l'existence d'une liberté individuelle dans le monde ? Oui, alors ce que je veux dire, c'est pas que l'intelligence artificielle va soumettre l'humanité comme on l'entend parfois, ou qu'elle va sortir de sa boîte et réduire l'humanité en esclavage, ou qu'elle va voler nos emplois. C'est la manière dont elle est déployée déjà aujourd'hui dans les technologies qui nous incite, et c'est la logique même de l'IA, des systèmes qui l'utilisent, nous incite à lui déléguer notre pouvoir de prendre des décisions. L'intelligence artificielle, l'IA, donc ça veut dire qu'en fait, on ne pense plus et on laisse les machines penser pour nous. C'est-à-dire qu'on est habitué à ce qu'elles nous donnent de tellement bonnes réponses que finalement on leur dit, puisque elle m'offre une solution qui est confortable, qui est bonne pour moi et bonne pour le reste du groupe, pourquoi est-ce que je vais essayer de prendre une décision qui sera, elle, fautive, trop humaine et potentiellement erronée. Oui. Et vous avez déjà ça sur... Par exemple, si on donne des exemples... on va des exemples très concrets. Par exemple, Quand vous utilisez Google Maps ou quand vous utilisez Waze pour vous déplacer, vous ne prenez pas la décision de tourner à gauche et à droite en regardant une carte. Vous faites confiance à la petite bille bleue. Vous pensez qu'elle vous mène à peu près au bon endroit avec la bonne vitesse. Quand aujourd'hui, par exemple, sur Gmail, c'est assez intéressant, la nouvelle fonctionnalité de Gmail fait que Gmail anticipe votre réponse et vous propose une réponse. C'est-à-dire vous recevez un mail, es-tu libre demain pour déjeuner ? Et puis Gmail passe en revue votre historique de mail, la manière dont vous répondez, regarde éventuellement si votre Google Agenda est libre ce jour-là et vous propose la réponse adaptée. Alors, il propose, non, je suis désolé. on n'est pas obligé de le Absolument. suivre pour l'instant. Mais on n'est jamais obligé de les suivre. On peut aussi ne pas utiliser Google Maps et prendre des cartes routières. Mais honnêtement, qui le fait ? C'est-à-dire que de plus en plus, dans les petits actes de la vie, mais aussi dans les grandes décisions. Oui, même les décisions pour séduire, Absolument. rencontrer quelqu'un. Pour l'amour, pour le travail. Moi, j'ai été rencontrer des plateformes, par exemple, de recrutement qui fonctionnent exactement comme Google Maps, mais appliquées au monde du travail, et où ils vous disent, grosso modo, donnez-nous toutes vos données sur vous-même, et puis nous allons trouver le meilleur match pour vous. Au fond, vous n'avez plus à postuler pour un certain job, dans une certaine industrie, à un certain poste. Vous nous dites simplement qui vous êtes. Vous nous laissez amalgamer toutes vos données et on va vous donner ce qu'on pense être la meilleure solution. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des logiques qui sont toujours des logiques collectives. Oui, pour le bien au départ, pour le bien individuel. Toujours pour le bien-être. Oui. Ce n'est pas des choses qui sont contraignantes, mais c'est des choses qui sont en revanche très normatives. On vous dit, puisque vous vous comportez comme ça, vous vous comporterez toujours comme ça. Et au fond, on vous enferme en vous-même, on vous enferme dans votre propre moyenne statistique. Et deuxièmement, on vous dit, on va vous donner ce qu'il y a de mieux pour vous, mais pour que le reste du groupe soit également content. Ce qui est très différent de l'ère industrielle où on vous proposait le meilleur produit pour vous et uniquement pour vous. Et c'est pour ça que j'ai rencontré par exemple un chercheur à Stanford, lors de ce long périple que vous décriviez, qui était très content de dire qu'il pouvait battre Google Maps. Effectivement, vous pouvez battre Google Maps quand vous connaissez tellement bien un itinéraire que vous allez prendre effectivement le chemin le plus court. Google Maps ne vous donne pas le chemin le plus court pour vous. Il vous donne le chemin le plus court pour désengorger le reste de la circulation. Mais la même logique s'applique aux sites de dating, aux sites de rencontre. On ne vous donne pas le meilleur partenaire pour vous. Parce que si on essayait vraiment de répondre aux préférences explicites des gens, il y aurait très vite beaucoup de demandes pour très peu de gens et tout le monde serait frustré. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de répartir, que chacun trouve l'âme sœur, que chacun trouve chaussure à son pied, de la manière la plus fonctionnelle possible pour l'ensemble du groupe. Donc ce sont des logiques, et c'est ça qui est important, dont je me suis rendu compte, ce sont des logiques profondément collectivistes, et c'est pour ça que les Chinois, ils sont aussi à l'aise. Oui, ils adorent ça, les Chinois. Alors vous n'êtes pas qu'en Chine, vous êtes aux États-Unis, vous êtes partout dans le monde. Et alors, souvent, on voit d'ailleurs que vos interlocuteurs n'ont pas tellement envie d'en parler. Ils vous répondent, je ne sais pas, voyez ailleurs. Ils n'ont pas tellement envie de se poser ces questions. En fait, ce qui me semble, c'est qu'on vit une période d'innovation technologique qui va transformer entièrement la manière dont la société est constituée, comme il y a 2 siècles et demi avec la révolution industrielle, mais qu'à l'époque de la révolution industrielle ou des grandes mutations du capitalisme, les intellectuels, les artistes, les poètes, les ingénieurs, les investisseurs, les économistes, tout le monde était à peu près au même endroit, dans ce que Fernand Braudel appelait des villes-mondes, où l'on discutait ensemble. Et c'est pour ça que Smith pouvait théoriser la révolution industrielle depuis Édimbourg, que Marx pouvait théoriser le prolétariat depuis Londres. Et aujourd'hui, les gens sont un peu chacun dans leur coin, dans leur silo. Et effectivement, dans la Silicon Valley, vous n'avez pas beaucoup d'interaction entre les sciences humaines
Et puis l'innovation technologique, où les Américains vous disent juste « we make the world better », ils veulent entendre parler de rien d'autre. Toi, avec ton histoire de libre arbitre, nous ennuie parce que nous, on est en train d'améliorer le monde better, c'est le monde économique, c'est pour faciliter les échanges, c'est une logique commerciale. C'est un peu au-delà, je dirais que c'est une logique utilitariste au sens où c'est une logique qui essaye de maximiser le plaisir de chacun et le bien-être du groupe. En cela, c'est un peu au-delà d'une pure logique économique. C'est une logique qui vous donne de la satisfaction en tant qu'utilisateur. Et c'est pour ça d'ailleurs que ces produits sont si populaires. Mais la question qu'il va falloir se poser à un moment donné, c'est est-ce que cette recherche de satisfaction ne se fait pas au détriment de notre capacité de choix, notre capacité de jugement et au fond de ce qui fait de nous des êtres libres et autonomes. Aujourd'hui, nos sociétés sont fondées sur l'idée que nous sommes des individus à peu près, une société libérale fondée sur l'idée que nous sommes des individus responsables, que nous avons un droit de vote, que nous pouvons investir et perdre de l'argent si nous faisons des mauvais choix, que nous pouvons être jugés coupables pénalement si nous faisons une mauvaise action, etc. On est responsable de nos actes. Mais si peu à peu on délègue notre capacité de juger à la machine, qui va être responsable? Et c'est là qu'en allant voir secteur par secteur, on voit que ce glissement, il s'opère déjà. Par exemple, vous avez des gens qui réfléchissent à accorder une personnalité juridique au robot en disant c'est la voiture qui a choisi de tourner à gauche. En cas de la voiture autonome, ce n'est pas le conducteur. Donc c'est elle qui doit être pénalisée. Et donc les assurances vont se régler les sommes qu'elles se doivent entre elles. Et le conducteur, lui, est exempté de toute responsabilité pénale ou de toute responsabilité assurantielle. Et donc au niveau de l'économie de marché aussi, c'est peu à peu, l'intelligence artificielle vous permet de sortir d'une économie de marché où chacun fait ses choix en fonction de certaines incitations, pour arriver dans une économie totalement planifiée, un peu à la chinoise, où on alloue aux gens la meilleure utilité pour mieux répartir le capital. Oui, c'est au fond un appel à une forme de résistance, votre livre, Gaspard Koenig. Vous terminez d'ailleurs par la bête humaine. Vous dites au fond la machine, vous revenez à l'idée de machine, fondement de la société industrielle. Et vous dites au fond, le grand enjeu, ça va être cette confrontation-là entre l'homme et la machine. En fait, ce que je dis, c'est qu'il y a des gens qui sont dans cette logique de résistance totale. J'ai rencontré des hackers à Berlin qui utilisent des vieux Nokia et qui considèrent qu'il faut simplement ne pas utiliser ces outils. Chacun peut résister un peu à sa manière aussi, en utilisant DuckDuckGo plutôt que Google, en enlevant la géolocalisation de son téléphone portable, etc. Mais pour moi, c'est des attitudes qui resteront toujours des attitudes un peu marginales. L'intérêt pour nous, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut s'approprier ces technologies en rétablissant dessus une forme de maîtrise. Et je propose une solution de politique publique dont j'ai entendu parler au cours de ce périple, qui est assez nouvelle en Europe, mais qui me semble extrêmement intéressante, qui est d'ailleurs débattue aujourd'hui aux États-Unis dans le cadre de la primaire des démocrates pour la présidentielle, qui est la propriété privée sur les données personnelles. Parce qu'au fond, nous sommes manipulés par ces systèmes qu'à mesure des informations que nous leur livrons. Il n'y a pas un grand Manitou qui tire les ficelles. Et ces informations, nous les livrons en communiquant des données. Aujourd'hui, nous communiquons des données parce que, même avec le règlement général de protection des données en Europe, nous cliquons sur « J'accepte » sur les sites, comme vous faites tous les jours, et ça permet d'aspirer l'ensemble de une grande partie en tout cas de votre existence numérique. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut contrôler le flux sortant de données pour ensuite contrôler la manière dont nous souhaitons être dirigés ou non par ces IA. Et pour cela, il faut instaurer une propriété privée sur les données personnelles en disant que ces données doivent être considérées comme un bien. Et de même que la propriété privée a été une émancipation pour les paysans tout au long du Moyen-Âge qui ont peu à peu récupéré le droit de vendre et de disposer des produits de leurs terres, qu'elle a été une émancipation pour les auteurs après la révolution de l'imprimerie, qui ont pu récupérer les droits de vente de leurs livres, qu'elle a été une révolution pour les inventeurs lors de la révolution industrielle, avec le droit de propriété intellectuelle. Aujourd'hui, le droit de propriété, il doit continuer à s'étendre, comme il a toujours fait dans l'histoire, et il doit s'étendre très logiquement aux données personnelles, en disant ce sont les miennes, elles doivent être considérées comme du patrimoine. Et sur ce patrimoine, sur mon portefeuille numérique de données, je dois pouvoir décider de mes propres critères d'utilisation, et que ça soit les plateformes qui viennent cliquer sur mes conditions d'utilisation que j'aurais moi-même paramétrées. Oui, on en est loin, Gaspard Koenig. Est-ce que c'est pas trop tard? Parce qu'au fond... Moi, je pense que l'Europe a une vraie carte à jouer. Et puis c'est mondial, c'est extrêmement compliqué. Oui, mais je pense qu'effectivement, c'est des régulations qui échappent largement aux États-nations, qui sont totalement perdues, d'ailleurs, par rapport à cette vague technologique. En revanche, je pense que l'Europe a une vraie carte à jouer parce qu'elle constitue encore un marché très important pour l'ensemble des GAFA ou des BATX en Chine, et qu'elle a su imposer par exemple le RGPD, qui pour moi vraiment pas tout à fait la solution, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une norme qui a été décidée en Europe et qui maintenant est peu à peu adoptée par l'ensemble des États américains. Et je pense que l'Europe a les moyens intellectuels de réfléchir à ça. J'avais été très impressionné par l'entretien que j'avais eu avec Margrethe Vestager,
qui était la commissaire à la concurrence, qui l'est toujours, mais qui a désormais dans son portefeuille le numérique, qui a parfaitement saisi tous ces enjeux-là. Et je pense que de toute façon, l'Europe n'a pas le choix. Aujourd'hui, on peut parler 1000 ans des États-nations, de la constitution de l'Europe, de l'histoire, mais il faut s'unir ou mourir, étant donné la puissance des deux ensembles, Chine et États-Unis. Pour beaucoup, des investisseurs chinois comme Kai-Fu Lee considèrent que l'Europe n'existe plus, que l'Europe est juste un terrain de jeu. Donc il faut aller très vite pour s'unir et pour s'unir autour de régulations qui, à la fois, permettent d'utiliser ces outils de manière intelligente, d'accepter que c'est un outil de puissance économique et qui, en même temps, redonne du contrôle directement à l'individu. Et c'est là que la propriété privée des données permet de créer un vrai marché autour de l'intelligence artificielle, mais en mettant ultimement, en nous laissant ultimement décideurs de notre propre destin numérique. Merci beaucoup. Merci Gaspard Koenig. La fin de l'individu, voyage d'un philosophe au pays de l'intelligence artificielle, publié aux éditions de l'Observatoire Le Point. Merci d'avoir été notre invité. Merci.